empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya, et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Maintenant, nous allons parler de la prise de décision en situation d'incertitude. Qu'est-ce que dit la théorie économique et psychologique ? Alors en général, la théorie s'est intéressée à ça, les disciplines qui se sont intéressées à la prise de décision, en particulier en situation d'incertitude, eh bien c'est véritablement les théories économiques, plus particulièrement de management et de finance. Dans le management, vous savez, les prises de décision dans les entreprises sont presque quotidiennes et importantes, puisque les conséquences peuvent être soit très bénéfiques, soit parfois entre guillemets catastrophiques. Et dans le monde de la finance, c'est-à-dire sur la bourse, dans la bourse et dans le système financier en général, qui est par définition un environnement incertain, où les acteurs, chacun des acteurs est amené à prendre des décisions sur les marchés financiers, etc. Ça, c'était au début. Et puis, il y a quelques années, c'était dans les années 60-70, la psychologie cognitive a commencé à s'intéresser plus particulièrement à ces processus-là, puisque il s'agit d'êtres humains. Donc, les prises de décision sont liées non seulement à l'aspect du contexte, comme on l'a vu en extérieur, mais surtout intérieur, puisque tout est d'abord et avant tout psychologique chez l'être humain. Alors, je me souviens, moi j'avais fait un cursus économie politique au départ, et plus particulièrement économétrie au début, donc qui est orienté sur la quantification, sur l'aspect quantitatif de l'économie, donc par les statistiques, par les calculs. En économie, on aime bien tout quantifier. Comme ce monde est devenu un monde économique, à dominante économique, alors la vision, la psychologie humaine, étant donné qu'elle est influencée par l'environnement dans lequel elle baigne et qu'elle ne se connaît pas, devient forcément une mentalité, un état d'esprit absorbé par les calculs, et donc l'économie, les calculs, une vision rationnelle, comme on peut dire. Et malheureusement, ça touche tous les aspects de l'être humain, parce que la rationalité n'est pas mauvaise en soi, mais l'appliquer à tous les secteurs de la vie, jusqu'à ce que ça devienne une partie intégrante du processus de comportement, du comportement humain, c'est là où cela devient un danger de déshumanisation, parce que nous ne sommes pas des êtres uniquement rationnels. Et quand nous poussons un processus ou un outil à son extrême en négligeant le reste, alors forcément des déséquilibres s'installent, au niveau individuel, tout comme au niveau collectif. Maintenant, dans les théories économiques, ce qu'on fait au départ, et vous allez voir qu'on le retrouve aussi chez certaines personnes, peut-être chez vous aussi, pour prendre une décision, on évalue le pour et le contre de chaque action. Alors ça a été théorisé, ça s'appelle la théorie normative de la prise de décision. La théorie normative de la prise de décision. Tout simplement, on évalue le pour et le contre de chaque action. Imaginons, je ne sais pas moi, vous décidez de déménager, voilà, de vous installer à un endroit en particulier. Parce que vous sentez que vous n'êtes plus en adéquation avec l'environnement dans lequel vous vivez et que, je ne sais pas moi, vous pouvez vouloir vous rapprocher d'un élément naturel qui est important pour vous. Exemple, la mer. Exemple, la montagne. Donc,
première tentative de prise de décision en amont, c'est que donc, les personnes qui ont ce comportement rationnel, au départ, je dis bien au départ, vont évaluer dans leur processus de décision, donc dans l'identification de la prise de conscience. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé au début dans les étapes de la prise de décision. Quand ils vont identifier à quel niveau se trouve leur prise de conscience, ils ne vont pas l'identifier au niveau de l'intuition, du cœur. Non, ils vont l'identifier au niveau du mental, du calcul rationnel. Il faut avoir la tête froide pour prendre une décision. Donc, ils vont faire peut-être une liste du pour et des contre, avec ce qu'on appelle en économie des probabilités et l'utilité. Bon, probabilité, ce n'est pas en économie, mais la probabilité d'obtenir tel résultat. Et ce qu'on appelle l'utilité en économie, c'est tout simplement une échelle de valeur. Une utilité, c'est la valeur qu'on octroie à un objet. Par exemple, sur 10, j'ai une utilité de 9 pour la mer, pour l'élément mer. Donc ma préférence est calculée selon un terme qu'on appelle utilité. Donc voilà, on va évaluer les probabilités de trouver, je sais pas moi, un terrain, une maison à tel endroit, et puis la préférence que j'ai. Est-ce que c'est Méditerranée, sud de la France, au niveau de l'océan, au nord, au sud, carrément dans un autre pays? Pourquoi dans un autre pays? On va voir est-ce que la langue va être un facteur d'influence ou non, etc., etc. Donc on va faire une liste comme ça, assez froide, des pour et des contre. Il y a différents contextes d'incertitude. Vous voyez, il y a... en économie, donc selon cette théorie, il y en a 3, mais là je vais en prendre 2, vous allez les reconnaître. Un premier contexte d'incertitude, c'est le manque de connaissances sur un modèle ou un paramètre. Exemple, si on prend notre exemple sur, si vous voulez, on va prendre un autre exemple, tiens. On va prendre l'exemple d'un changement professionnel. Voilà, une personne qui veut changer de secteur, carrément, de secteur d'activité, tout. Ce qu'on appelle une reconversion. Voilà, qui veut changer. Et donc, un des facteurs d'incertitude qu'elle rencontrera, qui vont générer peut-être un certain sentiment, une certaine peur, une certaine émotion, donc qui va influencer son processus de décision, ça va être son manque de connaissances, par exemple, sur un métier, sur les débouchés d'une formation, sur le secteur en lui-même, la manière de fonctionner, sur les compétences requises. Donc ça peut être une incertitude. Un manque de connaissances, est-ce que si je m'oriente vers cette formation, je prends vraiment un exemple très terre à terre, est-ce que cette formation ou bien ce cursus m'orientera sur un réel métier, un réel travail? Est-ce qu'il y a une réelle offre? Est-ce que j'aurai le choix? Est-ce que les conditions sont celles que je veux, etc., etc. Donc il y a ce genre d'incertitude et le manque de certitude sur l'objectif. Ça, c'est un deuxième contexte d'incertitude qu'on retrouve en théorie économique. C'est le manque de certitude sur l'objectif en lui-même. Est-ce que l'objectif que je me donne est réellement celui que je veux, est réellement celui que je désire, est réellement celui dont j'ai besoin? Donc vous voyez, il y a une incertitude qui est liée à la personne en elle-même, donc c'est une incertitude, je pourrais appeler interne, inhérente à la personne. Est-ce que l'objectif que je me fixe est réellement celui que je veux atteindre? Ou alors je ne sais même pas quel est mon objectif, je n'arrive pas à le définir, donc encore moins à l'atteindre. Comment peut-on atteindre quelque chose que l'on ne définit pas, que l'on ne peut pas clarifier mentalement? Et il y a l'incertitude liée au contexte extérieur. On l'a vu tout à l'heure par rapport aux facteurs d'influence de prise des décisions. Dans ce contexte d'incertitude,
On peut aussi avoir, vous allez voir, des résultats connus, mais avec une probabilité d'y arriver qui est inconnue. Imaginons, je veux atteindre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme résultat? Un résultat sportif. Bah tiens, imaginons, je veux atteindre tel temps sur un 400 mètres en athlétisme. Je veux atteindre tel temps, je veux battre tel record, imaginons. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. La probabilité d'y arriver est inconnue. Je n'en ai aucune idée. Donc, un deuxième type d'incertitude, c'est les résultats futurs qui sont inconnus. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est lié au manque de connaissance du paramètre. Là, c'est typiquement, je ne sais pas moi, un métier, un travail, formation, etc. Un travail. Je n'en ai aucune idée. Ou alors, si on est entrepreneur, on met en place des actions, donc on a défini nos objectifs, notre stratégie, etc., notre vision, on met en place des actions, mais les résultats futurs sont inconnus. Ça, c'est un contexte d'incertitude. Si je réajuste certaines de mes actions, si même je réajuste l'objectif, eh bien, comment je vais le faire? Comment je vais prendre la décision? Sur quoi je me base? Puisque les résultats futurs sont inconnus pour mon entreprise. Je ne sais pas si, entre guillemets, c'est une bonne ou mauvaise décision que je prends. Une des réponses qui est donnée en psychologie cognitive, c'est que nous sommes des êtres humains. Et il y a un auteur qui s'appelle Simon, qui est psychologue donc cognitif, et qui a mis en place, qui a développé ce qu'on appelle la rationalité procédurale, qui a mis en lumière plutôt la rationalité procédurale. La rationalité procédurale, ça veut dire que la rationalité procédurale, c'est une solution raisonnable qui atteint un certain seuil de satisfaction. Finalement, les personnes dites, que l'on croit, rationnelles, elles vont viser par rapport à une multitude de choix, face à une multitude de probabilités, d'utilité et de choix, donc dans les actions, elles vont choisir la solution la plus raisonnable, entre guillemets, reste à définir ce que c'est que la situation raisonnable, qui atteint un certain seuil de satisfaction. Ok, bon, ça c'est pas l'optimum que je voudrais, c'est pas l'idéal que je voudrais, mais je pourrais me satisfaire de ce résultat-là, sachant que cette solution est la plus raisonnable et peut-être la plus atteignable du coup. Donc je me contente de viser pas trop haut, entre guillemets, de ne pas prendre peut-être trop de risques, donc je vais être dans la solution raisonnable. Ça c'est ce qu'on croyait avant en théorie économique, et moi ça m'avait toujours marqué dans les cours. Je me souviens en finance, on faisait croire que le trader de base, celui qui va prendre des décisions sur le marché financier hyper rationnel, froid, donc il va prendre des décisions en fonction de toutes les études en mathématiques qu'il a faites, les calculs, etc., etc. Bref, je me suis rendu compte que tout était faux. Tout était faux et on s'en est rendu compte. En fait, en économie. C'est toujours étudié, cette rationalité procédurale, c'est toujours étudié. On fait comme si l'être humain était rationnel par définition, alors que ce qui régit les prises de décision sur les marchés financiers est principalement l'émotion. Donc imaginez, ces personnes-là qui ont fait des études, qui sont bien habillées, qui ont l'air sérieux, de bonnes personnes, raisonnables, avec une tête bien faite, et qui ont étudié quand même les théories mathématiques, probabilistiques, statistiques, etc., quantitatives en général, qui connaissent le fonctionnement des marchés financiers, et finalement, ils arrivent sur les marchés, ils prennent des décisions émotionnelles. Donc, ils sont renvoyés à leur état d'être humain de base et aux lacunes, entre guillemets, aux lacunes de la connaissance de soi.
On aura beau étudier tous les sujets du monde extérieur, que ce soit en tant que scientifique ou autre, mais finalement, la vision subjective l'emporte toujours parce que nous sommes des êtres humains. Ce que nous projetons à l'extérieur n'est rien d'autre que nos perceptions intérieures. Et plus nos perceptions intérieures, la manière dont on perçoit le monde et notre fonctionnement psychologique n'est pas connu et inconscient et régi par un système inconscient, c'est que dans des situations justement inconnues, incertaines, inconfortables, hop, il y a cette irrationalité, si je puis dire, qui ressort et qui prévaut sur tout le reste et qui donc nous amène à pas forcément prendre les décisions les plus convenables pour que ce soit sur les marchés financiers ou ailleurs, dans la vie en général. Ça, c'est dans la théorie. Enfin, on s'est rendu compte que, au fait, non, ce qui régit les décisions n'est pas forcément la rationalité, le bon petit, j'allais dire français moyen, qui va calculer le pour et le contre, qui va faire des recherches, etc. Au final, moi, je dirais pas forcément émotionnellement. Puisque la théorie le précise émotionnellement parce qu'elle regroupe dans l'émotion tout ce qui est instinct, intuition, cœur. En gros, il y a une séparation entre le système rationnel et le système intuitif, au même titre que les deux hémisphères, par exemple, du cerveau. C'est assez caricaturé, c'est simpliste, mais ça permet la compréhension. Ça permet du moins de discriminer les deux, de comprendre que l'un est séparé de l'autre, que les deux circuits sont séparés l'un de l'autre. Alors, les critiques justement que cette théorie-là en psychologie font, c'est que les incertitudes finalement, qu'est-ce que c'est que l'incertitude elle est très subjective. Si je dis que, vous savez, celui qui dit oui, mais si tu prends cette décision-là, c'est incertain par rapport au marché, je ne sais quoi, du travail, je ne sais quelle autre décision, sur quoi se base cette personne? Sur une perception subjective d'un résultat. Il y a aussi un autre facteur important de critique sur ces théories-là, c'est que la croyance, il y a un effet de la croyance du facteur chance. Il y a des personnes qui vont prendre des décisions rationnelles, émotionnelles, enfin une combinaison des deux, et qui vont se dire, allez, je me fie à la chance, parce que moi je suis quelqu'un de chanceux, donc j'attirerai que du bon dans la vie, et j'attirerai que des belles choses, donc voilà, peu importe la décision que je prendrai, je suis chanceux dans tous les cas. Les dieux sont avec moi. Donc ça rentre aussi en jeu sur les prises de décision. Il y a, alors ça rentre aussi je vous en ai parlé tout à l'heure, par rapport à la connaissance de soi et la confiance. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de la notion de risque, dans la peur de se tromper, dans la notion du risque et de la peur de se tromper, derrière se cache la confiance en soi. Si je n'ai pas peur de me tromper, c'est que forcément j'ai confiance en mes ressources intérieures. Justement, une des critiques de ce modèle-là pourrait être le degré de croyance par rapport à son habilité propre plutôt qu'à la chance. Je vous avais parlé de se faire confiance, ses ressources intérieures, mais aussi faire confiance à la vie en général, c'est-à-dire aux différentes forces qui nous dépassent. Et nous sommes soumis tous à des forces extérieures, mais aussi intérieures. On ne peut pas dire que tout est lié à notre propre volonté, notre propre responsabilité, pas du tout, c'est d'une ignorance accablante. Nous avons notre propre influence, notre propre rôle dans ce jeu, si je puis dire, global, mais il y a l'influence de chacun d'entre nous, et des influences qui dépassent l'être humain. Donc il y a des personnes qui vont soit donner plus d'importance
Bon, c'est un peu les personnes plus pragmatiques, hein, qui vont donner de l'importance, énormément d'importance à notre propre capacité, nos ressources propres. C'est aussi lié, vous voyez, à la différence entre le destin, la destinée et le déterminisme. Est-ce que tout est déjà déterminé d'avance, ou alors nous pouvons avoir le choix de changer les choses, de changer les scénarios, de modifier les scénarios qui nous sont proposés. Il y a aussi, si on veut regarder les choses de manière un peu plus élevée, il y a aussi ce côté-là. Donc il y a des personnes qui vont se dire non, il y a ni chance, ni Dieu, ni force, ni rien. Tout doit venir de moi. Donc ça, vous voyez, ça c'est aussi un facteur qui va influencer la prise de décision en situation d'incertitude. Et puis enfin, on peut identifier les grandeurs relatives. Qu'est-ce que ça veut dire les grandeurs relatives? C'est la valeur subjective de l'émotion suscitée. La valeur subjective de l'émotion suscitée. Lorsqu'il y a une émotion qui émane par rapport à un objectif, lorsqu'on visualise un objectif donné, exemple, une personne qui est à la recherche d'un tel résultat, lorsqu'elle va visualiser, ne serait-ce que d'imaginer le résultat, peu importe la manière dont elle le visualise, normalement, ça devrait créer une émotion en elle. Normalement. Une émotion plutôt agréable. Et en fonction de la valeur qu'on octroie à cette émotion, de l'importance qu'on lui octroie, alors ça va, oui ou non, influencer notre prise de décision. Si en visualisant quelque chose, un objectif que je veux atteindre, ça suscite en moi une émotion, je dirais une joie extrême et un grand enthousiasme, mais que une autre partie de moi vient dire attention, trop beau pour être vrai, tu vas te calmer, tu vas être plus raisonnable, très bien, ça suscite de la joie, de l'enthousiasme, etc. Mais les chiffres disent autre chose. Okay, donc tu vas un peu te calmer et tu vas plutôt te recentrer sur les chiffres. Donc vous voyez, ça c'est une personne qui va octroyer une valeur moindre à son émotion, à l'émotion qui est suscitée. Elle va plus octroyer une valeur supérieure à son pragmatisme, au calcul. À ces calculs, à des chiffres. D'ailleurs, des chiffres qui peuvent eux aussi d'ailleurs être totalement subjectifs. On nous fait croire que les prises de décision sont rationnelles. Ça, c'est en théorie. Hein. Alors qu'elles sont pour la plupart émotionnelles et intuitives. Si on prend le secteur, même le secteur médical d'ailleurs. Le secteur médical, si vous allez voir un médecin, pourquoi tel médecin choisirait tel traitement, par exemple, par rapport à un autre? Il aura bien évidemment des données pour établir un diagnostic. Et après, il évaluera intuitivement si cette personne sera plus adaptée à tel traitement ou non. Bon, je parle des traitements basiques. Je ne parle pas véritablement des traitements thérapeutiques où en général on demande le consentement de la personne, surtout pour des traitements qui sont testés, qui sont en période de test. On demande le consentement pour bien évidemment déresponsabiliser le secteur médical quant aux résultats qui peuvent être obtenus. Donc un médecin qui est censé être rationnel, je pense, et prend aussi des décisions intuitives quelque part. Il se base sur des chiffres, certes, mais au final, la décision, lorsque les chiffres ne sont pas, lorsque les chiffres ou le diagnostic n'a pas une frontière claire entre ce qui est bon ou non de choisir, lorsque par exemple il peut y avoir une frontière très limitée entre deux traitements, on va dire deux traitements qui auraient peut-être les mêmes résultats,
On ne sait pas. Donc intuitivement, il va en choisir un ou l'autre. Bon, sauf s'il a d'autres intérêts économiques, ça c'est une autre histoire. En politique, pareil, les décisions parfois sont émotionnelles, intuitives. Je dirais même elles sont aussi liées à des penchants personnels, que ce soit la fierté, l'orgueil, à la domination, à la perception de soi, le rapport au pouvoir, etc. etc. Donc ce ne sont absolument pas des décisions rationnelles que l'on prend, et ça a mis du temps en théorie pour pouvoir prendre connaissance de ça, notamment dans le management et la finance. Il y a eu des psychologues notamment Kahneman, Kahneman, qui a mis en place, donc qui a mené des travaux fondamentaux dans la psychologie cognitive, notamment sur les prises de décision. Sa vision classique d'une décision purement rationnelle, elle a longtemps perduré, que ce soit en psychologie, en économie, notamment en management. Il a fallu attendre la naissance de ce qu'on appelle la neuroéconomie pour enfin s'imposer l'idée selon laquelle d'autres facteurs, dont les émotions, on en a parlé, jouent un rôle central dans la prise de décision. Donc la neuroéconomie, je ne connaissais pas le terme, et c'est tout simplement, enfin, j'adore le mélange, les résultats interdisciplinaires. Voilà, qui, en l'occurrence, la neuroéconomie, c'est une discipline qui mêle la psychologie, l'économie, mais aussi l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, elle est née à la fin des années 90 aux États-Unis, comme d'habitude. Elle est apparue en France il n'y a pas si longtemps que ça, en 2005. Vraiment, c'est hier, c'est même pas hier, c'est tout à l'heure, à l'échelle de la connaissance de l'être humain, qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a également d'autres facteurs qui sont pris en considération dans la prise de décision. J'ai parlé de l'imagerie médicale cérébrale, tout simplement parce que les outils aujourd'hui permettent de percevoir, de voir quelles sont les zones cérébrales qui sont activées ou non lors d'une prise de décision. Et on va relier ça bien évidemment à l'émotion. Voilà, puisque la recherche fondamentale en neurosciences sert, notamment dans le secteur thérapeutique, mais sert aussi et beaucoup dans le secteur politique, mais aussi commercial. Et c'est justement le sujet de notre dernière partie, la récupération mercantile du processus de décision. Alors la récupération mercantile, pourquoi je l'ai appelée la récupération mercantile du processus de décision? Voilà notre dernière partie. Je l'ai constaté, on le constate tous, n'est-ce pas, dans les publicités qui commencent à se sophistiquer. Voilà, y a de moins en moins de subtilité, mais on voit qu'il y a de plus en plus de l'activation des sens dans un premier temps, mais aussi de l'activation, il y a une émotion suscitée par rapport à ce que valorise telle ou telle personne dans une culture donnée. Si j'associe tout bêtement une voiture, donc l'image d'une voiture avec l'image d'enfants, donc en général il y a deux enfants avec en arrière-plan une maison,
avec 2 parents qui sourient, 2 enfants qui ont l'air en pleine santé, 2 parents qui sourient, des enfants qui rient aux éclats, qui courent, qui jouent, qui sont heureux. On va associer ces images-là, par association d'idées, qu'est-ce qui en émerge, donc culturellement, parce que ces associations ne vont pas forcément fonctionner de la même manière, n'auront pas forcément le même impact de la même manière sur une telle société que sur une autre. Donc elles vont fonctionner dans la société donnée, qui a un vecteur culturel très important par rapport au bonheur. Bonheur, donc déjà la notion de bonheur, recherche du bonheur égale famille heureuse, belle maison. Ah oui, il y a le chien aussi, j'ai oublié. Le ou les chiens, en général, il y en a un. Et voiture. Donc, intérieurement, pour pouvoir obtenir cela, il faut que tu achètes cette voiture pour pouvoir obtenir cette femme, cet homme, ces enfants, cette vie heureuse, ce bonheur. Association d'idées. Une autre association, le plaisir suscité. Ah oui, la déculpabilisation avec du Nutella. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, donc respectez-vous, faites-vous plaisir en absorbant du Nutella. C'est aussi une autre association d'idées. Il y a une émotion suscitée, un plaisir gustatif. Donc on utilise les sens. Là par contre, on utilise uniquement les sens. Mais aussi le côté déculpabilisation, peut-être en réponse au côté, je sais pas moi, moralisateur, comme on dit. Oh là là, moralisateur des nutritionnistes, ou même de la culture judéo-chrétienne, allez, si on veut aller un peu plus en profondeur derrière. Donc lâchons nos démons, laissons les démons se nourrir et nous nourrir. Ça nous permet de vivre libre, en libérant les démons qu'il y a en nous. Voilà, voyez ce genre de récupération mercantile du processus de décision. Je pense que vous en avez tous conscience. Dans mes activités de conseillère en prise de décision, j'ai constaté que il y avait souvent, enfin toujours là, c'est dans l'air du temps. En ce moment, c'est dans l'air du temps. On va utiliser, donc dans le marketing, on va utiliser tout cela, en particulier dans la vente, le closing, le marketing, peu importe comment on le nomme, la communication éthique, bienveillante, authentique, etc. Derrière cela, il y a, dans le processus de décision, on ne prend pas en compte, bien évidemment, les différentes caractéristiques des personnes. Les personnes, par exemple, qui ont besoin de prendre du temps pour prendre une décision. Ah non, c'est pas dans l'intérêt du marketeur. Et pourtant, ces personnes-là, même que ce soit des coachs ou autres, qui sont censés avoir étudié la psychologie humaine, et donc les différentes individualité et personnalité. Vous voyez, c'est là où le côté intuitif doit absolument intervenir, parce que vous aurez beau étudier des choses, vous former, vous certifier, vous surdiplômer, etc. Mais lorsque vous avez affaire à des êtres humains, si vous n'êtes pas une personne intuitive, alors vous ne guiderez pas, vous n'accompagnerez pas au mieux la personne qui vient vous faire confiance et qui vous demande de l'aide par rapport à une problématique qu'elle rencontre. Donc la connaissance, le savoir qu'on a acquis, disons l'information qu'on a pu acquérir, lorsqu'on ne la superpose pas à notre intuition, alors elle peut être soit au meilleur des cas obsolète, soit au pire des cas, peut-être même destructrice pour la personne. Elle peut même la ramener à renforcer des sentiments de culpabilité, de dévalorisation, etc. Ce qui est dans l'air du temps, c'est la liberté financière. Aujourd'hui, on recherche une manière autre, un autre rapport à nos ressources matérielles, entre autres financières, et donc on va appuyer cette émotion-là, cette recherche-là chez les personnes pour pouvoir vendre des formations, accompagner dans le coaching,
mettre en place des outils de marketing qui vont vendre, en fait, qui vont vendre un besoin de changement et donc qui vont appuyer sur des mots tels que liberté financière, qui pour moi sont deux mots antinomiques, par exemple. On va d'un côté parler d'éthique, d'authenticité, de bienveillance, ça ce sont des mots à la mode, et de l'autre côté, pour prendre une décision, notamment dans un processus de vente, on a un intérêt commercial derrière et on va jouer, beaucoup vont jouer sur l'émotion. En général, on va jouer sur l'émotion et notamment la visualisation sur justement l'émotion suscitée par rapport à l'atteinte d'un objectif. C'est comme ça qu'on fait. À la base, ça fonctionne très bien. Sauf que derrière, il y a cette récupération qui n'est pas forcément toujours dans l'intérêt de celui qui est censé prendre une décision pour lui-même et dont on manipule, dont on oriente l'émotion. Donc voilà, on utilise les connaissances psychologiques en psychologie, donc la recherche en psychologie, on va l'utiliser dans le secteur politique, bien évidemment. Ça c'est avec la psychologie sociale, donc la manipulation des masses, mais aussi on va l'utiliser dans le secteur marketing, beaucoup, que ce soit publicité. Mais il ne faut pas croire, aujourd'hui avec le nombre croissant d'auto-entrepreneurs, les individus eux-mêmes, c'est plus les multinationales ou les grandes entreprises, les individus eux-mêmes utilisent ces processus-là pour vendre, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte, donc elles se mettent, on va dire, à la page de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, beaucoup ne le savent pas, c'est issu des recherches en psychologie, tout simplement. Certains pensent qu'ils ont découvert la poudre en disant que tout processus d'achat émane d'une émotion, tout processus d'achat est émotionnel. Ça paraît, sont des personnes qui reprennent donc des stratégies marketing, mais qui à la base viennent de recherches réelles en psychologie, qui sont censées être appliquées en thérapie. C'est-à-dire pour aider les personnes, donc c'est plutôt la psychologie thérapeutique. On oriente. Donc c'est là que vous voyez à quel point une connaissance peut être utilisée pour la santé, l'amélioration de la personne, pour le bien-être, pour l'ouverture d'horizons, pour la guérison d'une personne. Mais on peut aussi utiliser exactement le même outil. Bon, je dirais pas pour la destruction de la personne, mais pour la manipulation de cette même personne pour des intérêts, pour atteindre des intérêts personnels de celui qui manipule, qui oriente dans une direction qui n'est pas forcément dans l'intérêt de celui qui est manipulé. Voilà. Le marketing, par exemple, utilise le sentiment d'urgence. Allez, il vous reste un seul jour, Black Friday. On connaît tous ça, en fait. On connaît tout ça, malheureusement, mais tout le monde rentre quand même dans le jeu. Certains vous diront « Ah, mais on connaît déjà ce truc, ça fonctionne plus. » Mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Donc, le sentiment d'urgence associé au sentiment de perte. Si tu ne cliques pas sur l'offre aujourd'hui, qui se finit... En plus, vous avez un compte à rebours maintenant. Il y a des outils... Vous allez sur une offre, il y a des comptes à rebours, il te reste, je sais pas moi, 34 minutes. Si tu ne cliques pas aujourd'hui pour acheter ce produit qui changera ta vie, qui transformera ton existence, alors tu n'auras plus du tout accès à ce produit et donc tu ne pourras plus jamais changer ta vie. Si ça, ce n'est pas une récupération mercantile dans le processus de décision à des fins marketing, je ne sais pas ce que c'est. Et l'achat d'un produit et d'un service, excusez-moi, ça ne change pas la vie. Ça ne transforme absolument pas une vie. Voilà. Ça peut guider, ça peut orienter, ça peut ouvrir des horizons, ça peut soulager. Mais désolé, ça ne transforme pas, ça ne change pas une vie. On ne change pas une vie même avec le meilleur coach du monde.
on réveille des potentiels, il y a des prises de conscience, on travaille sur quelque chose, que ce soit douloureux ou pas, on acquiert plus d'argent dans une entreprise, si c'est par exemple du coaching professionnel, etc., avec une vision plus claire, des objectifs plus clairs, donc plus de clients, etc. Ça ne change pas une vie. Ça va changer peut-être une situation, mais pas une vie. D'où le temps à passer à se connaître, d'où l'intérêt de passer du temps à se connaître, d'observer, d'accueillir ce qu'on a enfoui en nous. Pourquoi est-ce que je suis attirée par telle ou telle chose ? Pourquoi est-ce que je suis plus susceptible de tomber entre guillemets dans une arnaque, ce qu'on appelle maintenant arnaque, dès que quelque chose ne nous plaît pas, qu'on n'a pas le résultat escompté et que le résultat escompté n'est pas à la hauteur de nos espérances, on va appeler ça une arnaque. Premièrement, on peut être insatisfait du résultat d'un produit ou d'un service, mais de là à appeler arnaque, il faut revoir un petit peu les bases des définitions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un surenchérissement sur les résultats escomptés, notamment dans le marketing digital, parce que ça joue sur l'espoir, ça joue sur les attentes, ça joue sur les manques, ça joue sur les désirs, ça joue sur un manque viscéral de connaissance de soi, et donc d'une recherche extérieure et presque d'une addiction à que ce soit des livres, à des solutions extérieures qui vont, des méthodes, une méthodologie, des outils, toujours des méthodes, des outils, pour pouvoir atteindre ce qui est atteignable autrement. D'où l'intérêt à passer du temps à se connaître, à s'observer, à accueillir ce que l'on a enfoui, à le faire ressortir et l'observer. Parce que d'une manière ou d'une autre, soit la chose reviendra sans cesse vers vous. C'est comme ça que ça fonctionne. On reviendra sans cesse vers un manque, comme on appelle ça, une mémoire que l'on a enfouie, que l'on a refusé d'observer à bras le corps, prendre à bras le corps. Et donc, tant que nous ne sommes pas libérés de certaines mémoires, de certains processus, nous sommes amenés pas forcément prendre les meilleures décisions pour nous, et donc risquer de se faire très vite manipuler. Très vite manipuler parce que, vous l'avez vu, émotion, intuition, émotion, lorsque l'émotion de peur rentre en jeu et qu'elle est confondue avec l'intuition, cela risque véritablement de nous amener à des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Ça y est, la prise de décision n'a presque plus de mystère pour vous. Je l'espère en tout cas. On a vu les étapes de la prise de décision. D'accord ? La prise de conscience est très très importante une des premières étapes de la prise de décision, qui est la prise de conscience d'une situation. Et ensuite, vous avez vu ce qui peut influencer votre prise de décision. Identifiez-vous à chaque fois ce qui influence votre prise de décision. Identifiez, recherchez, faites ressortir, prenez le temps d'observer toutes ces influences-là avant d'entamer votre prise de décision, et encore plus le passage à l'action.
J'espère que le côté théorique vous a aussi aidé. Vous avez vu que longtemps, la prise de décision en situation d'incertitude a été l'objet de recherches en théorie économique et plus tard psychologique. On a découvert ce qu'on savait déjà. C'est souvent ça dans les recherches scientifiques. On découvre ce qu'on sait déjà. On a découvert que, les prises de décision ne sont pas rationnelles, mais plutôt, pour la plupart, émotionnelles et intuitives, et ce dans tous les secteurs, même ceux qui se disent les plus rationnels, et que grâce ou à cause, du moins avec ces connaissances-là, ces recherches-là sur la psychologie humaine, comme tout outil, ça peut très bien bénéficier le processus de guérison. Donc dans l'aspect thérapeutique, on utilise le résultat de ces recherches, on les applique dans le secteur thérapeutique pour nous-mêmes, en tant qu'individus, mais aussi dans le secteur médical, thérapeutique, souvent aussi alternatif, mais pas que. Mais aussi, comme tout outil, comme toute connaissance, ça peut aussi desservir, être utilisé à des fins qui ne nous avantagent pas, à savoir la commercialisation, le marketing, la politique aussi, on connaît tout ça. Encore une fois, j'arrive donc avec les mystères de la prise de décision. Ma conclusion, c'est que la connaissance de votre processus de prise de décision est très important. Pourquoi est-ce que vous prenez telle décision au quotidien? Par exemple, votre nourriture. Comment vous le prenez? Donc pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous pousse à? Quels sont les éléments déclencheurs? Ça, c'est dans le quotidien, mais aussi dans les situations, dans les prises de décision plus importantes. Mais rappelez-vous que les situations, les prises de décision dans le quotidien fondent des habitudes. Et lorsqu'elles sont inconscientes, alors ce sera votre inconscience, donc vos manques, vos affects, vos blessures qui vous guideront tout au long de votre vie. Donc voilà, j'ai voulu commencer par la prise de décision. Pour moi, c'est très important pour la suite des épisodes de ce podcast, qui est plus orienté sur la guérison, l'auto-guérison, du moins pour la première saison. Ça a été un plaisir pour moi d'aborder, de discuter et d'échanger avec vous, de mettre en lumière certains points. Et justement, en parlant de prise de décision dans le quotidien, j'ai hâte de vous retrouver au 2e épisode qui va traiter justement des poisons pour le corps. Quels sont tous les poisons pour le corps? Et dans le corps, j'inclus non seulement le corps physique, mais le corps psychique. Et à tout de suite pour le 2e épisode.